Accompagner des auteurs, c'est l'aventure humaine la plus extraordinaire que j'ai jamais vécue. Et quand on me demande quel livre a changé votre vie, eh bien, j'ai au moins tout ça. Ceux-ci, ce sont ceux qu'on m'a permis de publier, mais il y en a beaucoup d'autres. Et tous ces livres ont changé ma vie. Donc, je suis Céline Bernard et si vous voulez bien, je voudrais faire un petit tour d'horizon de ces projets d'écriture que j'ai eu la chance d'accompagner depuis 2013 et qui sont tous extraordinaires, liés à des histoires d'amitié, des découvertes, des émerveillements et de profonds changements aussi. Si vous voulez bien, allons-y. Alors l'histoire a commencé avec cette personne qui s'appelle Marie Tsabel, qui vient de Colombie et que j'ai rencontrée alors qu'elle développait une offre de coaching, d'accompagnement. Elle a grandi dans la forêt amazonienne et tout d'un coup, en venant en France, elle avait bien une différence culturelle qui lui donnait un regard neuf sur tout et notamment donc sur l'accompagnement, sur les relations amoureuses, les relations aux autres. Donc d'où ce livre qui a été pour moi vraiment une impulsion qui était très en avance avec des exercices, une manière de voir la relation au lecteur qui était tout à fait autre. Donc on peut parler d'une autobiographie d'un certain sens, mais il s'agissait aussi d'accompagner le lecteur à vivre les étapes importantes de sa vie avec confiance. Et puis, on s'est lancé dans un projet extraordinaire, entre calligraphie et enluminure aussi, qui consistait à développer 2 albums pour enfants. Et leur particularité, c'est qu'ils se retournaient et l'enfant peut écrire sa propre histoire, puisqu'il s'agit bien de ça. C'était la fée des couleurs. Là, je suis sur la page de titre. Et ensuite, on va retrouver, attendez que je feuillette, chacune des couleurs, voilà. La page du jaune, bon, avec la lumière, on va retrouver comme ça des mandalas. Et puis une page où on dessine vraiment. Donc c'était un parti pris de ces ouvrages, d'être autant des ouvrages qui se lisent et qui s'écrivent. Et puis, nous étions 3, donc l'autrice, l'illustratrice et l'écrivaine, dans un triangle absolument magnifique. On s'émerveillait du travail des autres. Et ça a été une belle rencontre. Ces ouvrages m'ont accompagnée au tout début, vers 2013-2014. On les a peut-être édités en 6 mois ou plus. En fait, Marie de Sabel, après, c'est vraiment lancé. Vous la retrouvez toujours sur les réseaux. Et j'éprouve une immense gratitude pour cette rencontre qui m'a ouvert des horizons, on peut dire. Alors à peu près à la même époque, un éditeur m'a contacté qui s'appelle Jacques Flamand, qui était au nord de la France, un éditeur sportif et marathonien qui avait rencontré lors des 6 jours de France, je crois, en 2013, Jean-Claude Perronnet. Jean-Claude Perronnet est un coureur non-voyant qui utilise une cordelette, donc on ne voit pas très bien, mais je vous mettrai la photo en couverture. Et l'idée, c'était de produire un ouvrage qui raconte donc sa vie avec le handicap et surtout ses performances sportives. Donc vous voyez que un certain nombre d'images, de photos sont données avec Jean-Claude qui a pratiqué un nombre de sports incroyable, obtenu des médailles. C'est juste inimaginable lorsqu'on le rencontre parce qu'effectivement, il devait dans la vie quotidienne, il habite Dijon,
Il doit dans la vie quotidienne surmonter comme une épreuve toute notre organisation. Et pourtant, une fois dans le domaine sportif, il a même grimpé l'Himalaya. Donc j'ai interrogé les gens qui le connaissent, qui ont fait ces actions avec lui, parce que lui-même ne savait pas trouver dans sa vie ce qui était extraordinaire. En fait, je crois que c'est un biais qu'on a de croire que ce que l'on vit est un peu évident pour les autres, c'est un peu facile et on a tendance à regarder ailleurs. Donc dans le cas de Jean-Claude, je me souviens très bien de notre première rencontre où il m'a dit: «Bon, ben, on peut pas dire grand-chose, voilà, je suis empêché, je je cherche des gens qui veulent courir avec moi et je leur fais peur parce que en étant non-voyants, ils ont peur de l'accident. Mais moi, j'ai pas peur, j'ai envie de courir vite. Et effectivement, figurez-vous que cet homme courait à la vitesse à laquelle je fais personnellement du vélo. Donc, autant dire que c'était une force de la nature, c'est toujours une force de la nature, mais ce livre a permis de bousculer les a priori et en particulier sur le fait que les personnes en situation de handicap vont développer une capacité d'adaptation et que une imagination, une innovation pour pouvoir vivre avec les autres finalement. Donc tant qu'il a pu courir dans des courses avec les valides en quelque sorte, c'est la formule qu'il a préférée. Même si au niveau de l'organisation, ça posait des problèmes. Donc ça, c'est plutôt abordé à la fin du livre. Cette rencontre m'a permis de mieux comprendre les enjeux et elle m'a permis aussi de faire un retour sur moi-même et de me rappeler peut-être que nous avons des compétences inexploitées et qu'il s'agit d'en prendre conscience. Enfin, l'écriture a permis ça, en tout cas. Alors, une autre biographie que j'ai accompagnée a été particulièrement émouvante. C'est celle d'Épiphanie Avognon-Loconon, qui est intitulée Ma petite valise noire. Donc, c'était un accompagnement qui a été riche en rebondissements. La biographie avait été offerte pour le départ en retraite d'Épiphanie, alors maîtresse de maison dans la région lyonnaise. Toute sa vie, elle avait accompagné de grandes familles de cette banlieue lyonnaise et elle trouvait que ce cadeau allait peut-être signifier une mise en retraite ou une mise à l'écart. Elle était un peu contrariée par ce côté-là. Elle avait émis l'hypothèse de raconter sa vie, de faire un livre de sa vie, consciente que son parcours était tout à fait exceptionnel, c'est-à-dire qu'elle est née au Bénin et ensuite elle avait émigré en France dans des conditions tout à fait particulières avec un rêve extraordinaire qui l'a soutenu. Donc, tout cela créait un mix où à la fois tout le monde était ravi de pouvoir lui offrir ce projet et à la fois il y avait une certaine contrariété comme une fin de vie. D'ailleurs, elle me l'avait déclaré, elle avait dit: eh bien, on me donne ma vie à raconter dans un livre. Une fois que le livre sera fait, je n'aurai plus qu'à mourir. Et donc, cette déclaration m'avait particulièrement saisie, moi qui étais biographe. Et en fait, ça n'est pas du tout ça qui s'est passé, vous l'imaginez bien. Au contraire, alors ce livre était extrêmement émotionnel. Moi, je suis très, très sensible peut-être ou empathique. Et donc, émotionnellement, il y avait de grandes vagues
d'émotions, soit de joie, soit de tristesse, avec toujours l'accueil très chaleureux d'Épiphanie qui adore la cuisine, qui est dans la gourmandise, qui adore faire plaisir. Donc en tant que biographe, nous avons souvent mangé ensemble dans son laboratoire qui est sa cuisine. Et puis, le fait d'écrire sa vie au fil des pages, quand nous relisions ensemble, elle a eu envie de retourner explorer son passé. Et alors là, l'émotion me saisit encore rien que d'y penser. Donc on était à l'approche de Noël, le livre devait se terminer, il restait un dernier chapitre. Épiphanie est retournée en Afrique, au Bénin. Et puis au retour, elle m'a dit: ah non, mais je suis pas contente de la manière dont j'ai raconté les choses. En fait, beaucoup de mes souvenirs étaient imprécis. Maintenant, je suis retournée au Bénin, j'ai vu avec une certaine maturité, une conscience autre et le temps qui a passé surtout. Et donc, je voudrais changer tout le livre. Et, et c'est là que je pense que dans l'accompagnement, il y a une réflexion à avoir. Est-ce qu'on efface tout quand on a un nouveau point de vue ou quand on a une prise de conscience, ou est-ce qu'on peut tout de même garder certaines choses? Donc on a relu d'une autre manière et finalement c'est un livre qui a deux fins. Donc c'était assez drôle d'arriver à cette solution qui ménageait le passé et le futur. Et il y a une histoire très chouette aussi pour la couverture, car lorsqu'on accompagne un livre, effectivement, la question éditoriale se pose. Auto-édition ou recherche d'éditeurs, impression en petit comité ou alors diffusion avec un ISBN, etc. Si je vous parle de ce livre, c'est qu'il existe, il est toujours à la vente, mais au départ, il était composé vraiment pour un cercle restreint des amis d'Épiphanie. Et puis, c'est la qualité du récit qui a fait qu'on l'a agrandi, on l'a porté au devant de la scène, si vous voulez. Il se vend toujours très très bien. J'ai beaucoup de gratitude pour avoir été choisie pour accompagner ce projet. Mais revenons-en à la couverture. Ce qui s'est passé, c'est que dans mon parcours, puisqu'on ne peut pas dire que le biographe est complètement neutre, j'apportais le moins possible, c'est vrai, mais j'apportais aussi une vision de l'extérieur, peut-être comme si j'étais une première lectrice et que je m'émerveille de quelque chose. Et donc, je venais d'écrire le passage du rêve à un moment, au moment du voyage entre la France et le Bénin. Épiphanie a un rêve avec la tour Eiffel et une colombe. Donc je venais d'écrire ce passage et moi-même je me rends à une rencontre des artisans lyonnais ou des créateurs ou des freelances, je ne sais plus, à la chambre de commerce en tout cas. Et là, j'ai rencontré une jeune femme qui s'appelle Sheila, qui développait un projet autour de bijoux narratifs. Donc, ça s'appelait Le Monde et moi. Et ces bijoux étaient juste extraordinaires parce qu'en quelques formes, en quelques associations, ils racontaient une histoire. Donc, je suis tombée en arrêt sur la colombe posée sur une tour Eiffel. Donc, c'était un collier. Je ne sais pas si vous voyez le détail par là, mais le bijou qu'elle portait ce jour-là correspondait exactement à l'extrait, au chapitre que je venais de rédiger. Et c'était trop
synchrone, si vous voulez, dans la vie, de voir comment la réalité rejoint cette littérature ou l'imaginaire. Ça m'a semblé être un signe. Et nous avons commencé à discuter et finalement, c'est arrivé que ce bijou est venu sur la couverture. Donc, une histoire à plusieurs niveaux, comme sont toutes les histoires d'écriture accompagnée peut-être, ou toutes les histoires d'écriture tout simplement. Alors, tous les livres que j'ai accompagnés ne sont pas des biographies ou des autobiographies. J'ai rencontré Denis le Vendéen à peu près dans la période du confinement. Nous avons travaillé beaucoup à distance. Bon, c'est là que voilà, les technologies se sont invitées dans nos vies, mais en tout cas, ça nous a permis d'avancer dans une transformation qui était une transformation de l'idée à la fiction. Alors, l'idée principale tournait autour du compagnonnage et de la campagne, donc deux thèmes qui sont très chers à l'auteur, et comment donner une vision, comment inspirer ce, ce, ce thème-là grâce à une histoire de fiction qui est portée par une héroïne qui vit des aventures, en l'occurrence une jeune Roumaine qui venait en France. Et donc, si l'intention était claire, le message était clair, le genre de livre, c'est-à-dire une fiction plutôt qu'un documentaire, malgré le parcours de l'auteur qui est très intéressant, puisque les Compagnons du Devoir portent une belle tradition, donc on aurait pu choisir d'éditer plutôt un livre qui détaille cet aspect. Mais d'un autre côté, ça a déjà été sûrement fait par des historiens, et l'auteur voulait ouvrir certaines discussions sans prendre lui-même forcément position. C'est-à-dire, il s'agissait de donner dans les chapitres, de donner des scènes où des personnages ont des opinions opposées sur le fait pour un compagnon d'avoir un tour de France à effectuer, et quelles sont les implications dans la vie, quelles sont les conditions d'entrée, quelles sont les conditions de passation d'un chef-d'œuvre, et où est la limite entre le chef-d'œuvre et ce qui n'est pas un chef-d'œuvre. Donc là, il ne s'agissait pas de polémiquer ou quoi que ce soit, ou de faire scandale. Il s'agissait plutôt d'ouvrir la discussion en prenant comme exemple une jeune fille qui s'étonne. Et du coup, cette manière de susciter la discussion ressemble à ce que faisaient peut-être les philosophes du siècle des Lumières. Au lieu d'arriver avec des réponses, d'arriver plutôt avec un imaginaire, une imagination ouverte qui va déclencher chez le lecteur des interrogations propres justement à peut-être à changer les choses. En tout cas, le livre se termine sur une structure participative montée dans la campagne, d'où sont le jeu de mots du titre entre compagnonnage et campagne, ce qui donne vivre en compagnonnage. Et, euh, et c'est une proposition finalement de réorganisation sociale, comme on peut le voir dans certains ouvrages ou certains films actuellement. Donc j'ai beaucoup apprécié cet accompagnement, puisque l'univers de la fiction me plaît, et que la transformation de comment une idée peut être insufflé dans un livre, dans une aventure en fait, avec des personnages, des confrontations psychologiques, des moments de doute, des moments de succès, etc.
c'était très chouette. D'autre part, l'auteur avait une culture immense de la menuiserie, de l'organisation des compagnons, et donc une part importante du livre est réservée à une annexe qui donne un aperçu des grandes figures du compagnonnage depuis le XVIIIe jusqu'au XXIe siècle. C'est un livre qui chante aussi parce que l'auteur, qui est sensible à la chanson, m'a fait découvrir tout un tas de voilà, de textes, et m'a fait écouter les chansons des compagnons. Je crois que j'en ai retenu pour moi-même quelques-unes, mais en tout cas, vous les redécouvrirez dans ce livre si vous le lisez. Alors, il y aurait beaucoup à dire encore et à raconter sur tous ces livres accompagnés. Là, parmi les livres les plus récents, La Libération de Philippe Musumeci, qui raconte avec d'une manière touchante, en fait, avec beaucoup d'images qu'on a pu insérer, comment l'art lui permet de s'exprimer. Vous allez voir que je trouve une belle reproduction en pleine page. Donc c'est aussi une possibilité. Philippe est en situation de handicap depuis sa naissance en raison d'un vaccin, et il a trouvé récemment comment exprimer toute sa force en coloriant. Et il obtient de belles couleurs en faisant un dessin par jour. Et donc récapituler sa vie sous l'angle de l'art-thérapie, ça a été très porteur. Voilà. Un autre livre est celui de Michel Andujar-Moyano, qui a retrouvé des éléments de vie de ses parents qui sont partis d'Espagne pour venir s'installer en France pendant la guerre d'Espagne. On voit le drapeau républicain en première de couverture. Là aussi, dans l'accompagnement, j'ai aidé l'auteur à composer une première de couverture. Donc c'est là où la calligraphie et l'enluminure m'aident beaucoup dans ces défis de mise en page. Effectivement, la réflexion est vraiment une réflexion d'expression. Qu'est-ce qui va parler à l'auteur? Lorsqu'on fait un livre indépendant, eh bien, on n'est pas obligé de se plier aux codes commerciaux, et au contraire, on peut aller chercher le plus émouvant, le plus intense, en fait, pour soi-même. D'où le montage avec les photos noir et blanc de ses parents et de son grand frère. Et une édition bilingue. Ah oui, ça, c'était aussi un projet. Comme le récit était court et factuel, eh bien, nous avons réussi, avec une aide un petit peu collégiale, à proposer une page de gauche en espagnol, une page de droite en français. Et ça, c'est tout à fait cohérent par rapport au projet initial de ses racines. Donc j'espère que ce livre plaira autant à ses lecteurs espagnols que français. Et le dernier que j'évoque aussi avec vous, c'est celui d'Ahmed Ziani, qui est aussi dans la région lyonnaise et qui a un parcours tout à fait extraordinaire, puisqu'il est à la fois fraiseur, d'après ce que j'ai compris, en usine, et à la fois c'est un expert absolu en peinture impressionniste. Alors, comment est-ce possible dans une vie? Je pense que la réalité dépasse toujours la fiction. En tout cas, lui, il chine depuis, depuis sa plus tendre enfance. Il s'intéresse aux tableaux qui sont dans les brocantes, même à d'autres objets d'art, mais qui sont vraiment dans cette époque. Et il a fini par avoir une capacité d'évaluation des œuvres d'art qui est juste incroyable. Et du coup, il m'a contactée suite à la découverte d'un tableau
qui est reproduit ici, qui l'attribue à Renoir, qui est passé auprès d'experts qui ont reconnu la signature, qui ont passé le tableau au rayon X, et ce tableau est actuellement en cours d'authentification. Alors je dis actuellement, mais la situation dure depuis une dizaine d'années, où l'authentification ne se fait pas pour des raisons administratives, je crois. En tout cas, il m'a expliqué son parcours, et écrire ce livre a changé quelque chose. Il concernait exclusivement la découverte de ce tableau et les recherches afférentes, les articles dans la presse, les paroles d'experts, et de réunir toutes ces preuves dans un seul ouvrage, ça a suscité l'intérêt de gens qui l'encadrent et qui l'accompagnent désormais, et notamment d'une équipe de télévision qui prépare un long métrage sur son histoire. Vraiment, quand il m'a contactée au sujet d'un tableau, je pensais qu'il voulait me vendre une œuvre. Donc au téléphone, j'étais là, mais non, vous avez dû vous tromper, vous faites un faux numéro, je n'achète pas d'œuvres d'art. Et c'est vraiment au dernier moment où il a prononcé la formule magique, mais je voudrais écrire un livre. Et c'est là que j'ai relevé le téléphone en disant, je suis là. Donc, j'espère que ce tour d'horizon des livres que j'ai accompagnés vous parle. Si vous aussi, vous avez un projet d'écriture, n'hésitez pas à réserver un quart d'heure de discussion avec moi pour voir si c'est jouable, où vous en êtes, pour faire un petit tour d'horizon et pouvoir vous proposer plus, peut-être. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée. Vive l'écriture, vive l'enluminure, la calligraphie et tous ces arts de la création littéraire. Je vous dis à bientôt.